Le 27 août 2025, une date gravée dans la mémoire de Minneapolis. C'était le 3e jour d'école à l'Annonciation, une journée de célébration et de prière. Mais en un instant, le son des psaumes a été remplacé par le fracas des vitraux et le crépitement de plus de 100 coups de feu. Un sanctuaire transformé en zone de guerre. 2 enfants, âgés de 8 et 10 ans, n'ont jamais pu rentrer chez eux. 18 autres vies ont été changées à jamais. L'assaillant, un ancien élève tourmenté, a laissé derrière lui un manifeste de haine et de désespoir. Comment une église pleine d'enfants est-elle devenue la cible d'une telle fureur? Cette attaque n'est pas un simple fait divers, c'est le symptôme d'une société fracturée, aux prises avec une crise de santé mentale, un accès facile aux armes et la contagion de la haine en ligne. Le coût humain est incalculable. Sur Traces perdues, nous allons au-delà des gros titres pour disséquer les racines de cette tragédie. Restez avec nous pour comprendre. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La nouvelle année scolaire à l'école catholique de l'Annonciation venait à peine de commencer. Le mercredi 27 août 2025, 3e jour de classe, la communauté scolaire s'était rassemblée pour une messe de célébration dans l'église historique de l'Annonciation, située dans le quartier résidentiel et tranquille de Windom. Près de 200 élèves, de la maternelle à la 8e année, étaient assis sur les bancs aux côtés des enseignants, des parents et des paroissiens. C'était une scène de foi communautaire et d'anticipation juvénile, un investissement précieux dans l'avenir de ces enfants. Peu avant 8h30, alors que le psaume responsorial, un passage sur la lumière dans les ténèbres, se terminait, ce sanctuaire a été violé par un acte de pure cruauté et lâcheté. L'assaillant, Robin Westman, âgé de 23 ans, n'a pas franchi les portes de l'église. La pratique de l'école de verrouiller les portes une fois la messe commencée a probablement empêché une entrée directe et une perte de vie encore plus grande, une mesure de sécurité dont le coût semblait justifié, mais qui s'est avérée tragiquement insuffisante. Au lieu de cela, Westman a mené l'attaque de l'extérieur, armé d'un fusil de chasse et d'un pistolet, tous acquis légalement. Une transaction financière simple qui a permis de se procurer un arsenal de morts. S'approchant du côté de l'église, Westman a tiré plus de 100 cartouches de fusil à travers les vitraux, dirigeant la fusillade vers les enfants à l'intérieur. La nature méthodique de l'assaut était évidente dans les preuves récupérées sur les lieux. 116 douilles de fusil, 3 douilles de fusil de chasse et une seule balle de pistolet non tirée, ce qui suggère que l'arme de poing a peut-être eu un dysfonctionnement pendant l'attaque. L'attaque n'était pas simplement une explosion spontanée, mais un siège planifié, destiné à maximiser la terreur et les pertes. Les enquêteurs ont découvert que Westman avait stratégiquement placé une planche de bois pour barricader certaines des portes latérales de l'extérieur, un effort délibéré pour bloquer les issues de secours et piéger les fidèles à l'intérieur. Une bombe fumigène a également été trouvée sur les lieux, indiquant une intention de semer davantage de chaos et de confusion parmi les victimes. Cette combinaison d'un assaut externe, de l'obstruction des sorties et du déploiement d'un engin fumigène témoigne d'un niveau de préméditation glaçant. Le plan n'était pas une tentative ratée d'entrer dans le bâtiment, mais une stratégie calculée pour transformer un espace sacré en une zone de mise à mort, attaquant ses occupants en toute impunité de l'extérieur alors qu'ils étaient piégés à l'intérieur. Pour les habitants vivant près de l'église, la paix du matin a été brisée par un son si intense qu'il était initialement incompréhensible. Plusieurs voisins ont confondu les tirs rapides et sporadiques avec du bruit de construction. Un homme, Bill Bieneman, se souvenant de son incrédulité, je me suis dit qu'il était impossible que ce soit des coups de feu parce qu'il y en avait tellement. Un autre résident, Pat Scallen, a su après le 10e coup que quelque chose n'allait pas du tout et a couru vers l'église. Il a décrit un moment de silence étrange avant que les portes de l'église ne s'ouvrent et que la scène n'éclate dans le chaos, avec des enfants terrifiés, certains portant de graves blessures, sortant en courant à la recherche de leurs parents. À l'intérieur, la scène était celle de la terreur et de l'héroïsme. Un prêtre a entendu quelqu'un crier « À terre, tout le monde à terre !» juste au moment où les coups de feu ont commencé à retentir. Les enseignants et les élèves plus âgés ont protégé les plus jeunes, les cachant sous les bancs alors que le verre se brisait autour d'eux.
L'attaque a été terriblement brève, se terminant lorsque Westman a été retrouvé mort d'une blessure par balle auto-infligée dans le parking de l'école. La valeur d'une vie humaine est inestimable, mais ce jour-là, le prix de la haine a été payé en vie d'enfant. Le coût humain de l'attaque a été catastrophique, laissant 2 familles pleurer une perte irremplaçable et de nombreuses autres naviguer sur le long chemin de la guérison physique et psychologique. Le bilan financier pour ces familles, entre les frais médicaux exorbitants et la perte de revenus futurs, est une tragédie secondaire qui s'ajoute à leur douleur insondable. 2 enfants ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs, leur vie écourtée par un acte de violence incompréhensible. Fletcher Merkel, âgé de 8 ans, était un garçon qui aimait la pêche, la cuisine, le sport et être avec sa famille et ses amis. Dans une déclaration en larmes devant l'église, son père, Jesse Merkel, a supplié le public. « S'il vous plaît, souvenez-vous de Fletcher pour la personne qu'il était et non pour l'acte qui a mis fin à sa vie. » Harper Moisky, âgée de 10 ans, a été décrite par ses parents, Michael Moisky et Jackie Flavin, comme une fille de 10 ans brillante, joyeuse et profondément aimée, dont le rire, la gentillesse et l'esprit ont touché tous ceux qui la connaissaient. Dans leur chagrin, ils ont exhorté les dirigeants communautaires à prendre des mesures significatives pour lutter contre la violence armée et la crise de la santé mentale dans ce pays. Un appel à un investissement public dans la sécurité et le bien-être qui résonne avec une urgence poignante. Au total, 18 personnes ont été blessées dans l'attaque. Les victimes comprenaient 15 enfants, âgés de 6 à 15 ans, et 3 paroissiens adultes, tous octogénaires, qui assistaient à la messe. Les blessés ont été transportés d'urgence dans plusieurs hôpitaux de la région, notamment Hennepin Healthcare et Children's Minnesota. Le 28 août, le lendemain de la fusillade, plusieurs victimes étaient toujours hospitalisées. Hennepin Healthcare a signalé qu'un enfant était toujours dans un état critique, entre la vie et la mort, tandis qu'un autre enfant et un adulte étaient dans un état grave. 6 autres patients de cet établissement étaient dans un état satisfaisant. Plusieurs autres enfants avaient été traités à l'hôpital pour enfants et avaient pu sortir. Les chirurgiens traumatologues de Hennepin Healthcare ont souligné la gravité de l'attaque, le docteur John Guyken notant « Il y avait beaucoup de blessures par balle dans des endroits qui étaient destinés à tuer des gens, et que c'était une lueur d'espoir que davantage de victimes n'aient pas été perdues. Face à une horreur inimaginable, des actes de bravoure et de compassion profonde ont émergé. » Le directeur de l'Annonciation, Matt DeBoer, a raconté comment les adultes se sont instinctivement déplacés pour protéger les enfants et comment les enfants plus âgés protégeaient les plus jeunes. L'un des exemples les plus poignants est celui de Weston Halson, un survivant de 10 ans, qui a décrit comment son ami Victor s'est allongé sur lui pour le protéger des tirs. Victor a été touché dans le dos, mais a survécu, sauvant la vie de Weston. Un acte héroïque dont la valeur dépasse tout entendement monétaire. À l'extérieur de l'église, le résident Pat Scallen est devenu un premier intervenant improvisé, réconfortant les enfants blessés qui avaient peur et appelaient à leurs parents. Il a raconté avoir tenu la main d'une jeune fille qui avait reçu une balle dans la tête et qui le suppliait « S'il vous plaît, tenez-moi la main, ne me quittez pas ». Le traumatisme psychologique pour les survivants était immense. Un père, Vincent Francoil, a partagé que sa fille de 11 ans, Chloé, qui s'était échappée en se cachant, avait du mal à parler de l'épreuve et était accablée par la culpabilité d'avoir laissé une camarade de classe derrière elle dans sa fuite désespérée. La guérison de ces blessures invisibles nécessitera des ressources, du temps et un soutien financier considérable, un fardeau que la communauté devra porter collectivement. Le choix de l'école catholique de l'Annonciation n'était pas aléatoire. C'était un lieu intimement connu du tireur. L'attaque semble être l'aboutissement d'années de ressentiments profonds dirigés contre une institution qui a été au centre des années de formation de l'auteur. Robin Westman, 23 ans, était un ancien élève de l'école catholique de l'Annonciation, ayant obtenu son diplôme de 8e année avec la promotion de 2017. Le lien avec la paroisse n'était pas seulement académique, mais familial.
La mère de Westman, Mary Grace Westman, était une figure bien connue de la communauté, ayant travaillé au bureau de l'école et de la paroisse pendant 5 ans avant sa retraite en 2021. Ce lien profond et à plusieurs niveaux suggère que la cible était très spécifique et profondément personnelle, et non une sélection arbitraire. Les souvenirs de ceux qui ont connu Westman pendant leur scolarité brossent le portrait d'un isolement social et d'un mécontentement. Une ancienne camarade de classe, Lily Kletter, se souvenait de Westman, qui se faisait appeler Bob à l'époque, comme d'un élève silencieux qui rôdait en quelque sorte, et était souvent vu assis seul pendant le déjeuner. Le souvenir le plus révélateur de Kletter est le dégoût fou de Westman pour l'école, en particulier l'Annonciation. Elle s'est souvenue d'un incident où Westman s'était caché dans les toilettes pendant une longue période, spécifiquement pour éviter d'assister à la messe de toute l'école. L'événement même qui, des années plus tard, est devenu la cible de l'attaque. Cette anecdote fournit un indicateur précoce puissant d'une animosité profonde et de longue date envers l'institution et ses rituels religieux fondamentaux. L'attaque n'était pas seulement contre une école, mais contre un symbole spécifique d'un passé que Westman percevait apparemment comme aliénant et douloureux. C'était un rejet violent d'une communauté dans laquelle Westman était profondément enchevêtré, mais ne s'est apparemment jamais senti partie intégrante. Selon les archives judiciaires, Westman a légalement changé son nom de Robert à Robin en 2020. La pétition signée par la mère de Westman déclarait que le pétitionnaire s'identifie comme une femme et veut que son nom reflète cette identification. Un processus légal qui a un coût, un investissement financier dans une nouvelle identité. Cependant, les propres écrits de Westman découverts après la fusillade révèlent une lutte plus complexe et ambivalente avec l'identité de genre. Dans un passage, Westman a écrit « Je sais que je ne suis pas une femme, mais je ne me sens certainement pas comme un homme. » Malgré la planification méticuleuse de l'attaque, Westman n'avait pas d'antécédents criminels significatifs et aucun dossier d'internement ordonné par l'État pour des problèmes de santé mentale. Les 3 armes à feu utilisées dans l'assaut, un fusil de chasse et un pistolet, ont toutes été achetées légalement et récemment. Chaque achat représentait une transaction monétaire, un échange d'argent contre le pouvoir de détruire. Ce manque de signaux d'alarme légaux met en évidence un défi persistant dans la prévention de telles tragédies, car les auteurs obtiennent souvent leurs armes par des canaux légaux, ne laissant aucune trace claire pour une intervention. Pour coïncider avec l'attaque, Robin Westman a programmé la publication d'un ensemble de documents numériques sur YouTube, comprenant un manifeste manuscrit de 4 pages et au moins 2 vidéos. Ces documents, rapidement retirés par les forces de l'ordre, ne révèlent pas de mobile idéologique cohérent. Au lieu de cela, ils présentent un portrait chaotique d'une crise personnelle profonde, d'une obsession pour l'infamie de la violence de masse et d'une collection de slogans haineux appropriés. C'est un exemple terrifiant de la façon dont le désespoir peut conduire à un shopping idéologique, où des concepts haineux sont consommés et assemblés sans véritable conviction, un peu comme on ferait des achats sans se soucier de la valeur réelle des articles. Le thème dominant des écrits de Westman est celui d'une douleur personnelle écrasante. La lettre à la famille commence par des excuses pour la tempête de chaos, mais pivote rapidement vers une description d'une souffrance de longue durée. « Je suis gravement déprimé et suicidaire depuis des années. Ce n'est que récemment que j'ai perdu tout espoir et que j'ai décidé de commettre mon acte final contre ce monde. » Westman accuse ce monde d'avoir été corrompu et exprime le désir d'échapper à sa douleur. Une partie importante du manifeste est consacrée à la croyance que Westman était en train de mourir d'un cancer du poumon auto-infligé à cause du vapotage. Cette anxiété liée à la santé semble avoir été un puissant facteur déclenchant, Westman écrivant sur le désir de « partir selon mes propres moyens » plutôt que de « pourrir dans un lit d'hôpital ». Cela suggère une tentative désespérée de prendre le contrôle d'une vie perçue comme sombrant dans l'impuissance et la décomposition, une tentative de dicter les termes de sa propre faillite existentielle. Les motivations semblent chaotiques, mais les conséquences ont été d'une réalité dévastatrice. La valeur d'une vie ne peut être quantifiée, mais la perte économique et émotionnelle pour des dizaines de familles est immense. Si vous trouvez cette analyse importante,
Pour comprendre les racines de la violence, merci de laisser un j'aime sur cette vidéo pour nous aider à toucher un public plus large. Les documents de Westman montrent une fascination claire et troublante pour les auteurs de fusillades de masse passées. Les écrits expriment une admiration particulière pour Adam Lanza, l'auteur du massacre de l'école primaire Sandy Hook en 2012, avec une entrée notant « Sandy Hook était mon préféré ». Les noms d'autres tireurs de masse étaient griffonnés sur les chargeurs de fusils utilisés dans l'attaque. Cette idolâtrie ne témoigne pas d'un alignement idéologique, mais d'une obsession pour l'acte de violence de masse lui-même, et d'un désir d'atteindre un niveau d'infamie similaire, une sorte de capital morbide dans le panthéon des meurtriers. L'aspect le plus déroutant du manifeste de Westman est le méli-mélo de messages haineux contradictoires et variés écrits sur les armes et les munitions. Ce collage de haine comprenait des railleries antichrétiennes, « Où est votre Dieu ?», une rhétorique anti-Trump, « Tuez Donald Trump », des slogans antisémites et anti-israéliens, « Israël doit tomber »,« Sale juif sioniste », et la phrase pro-Holocauste, « 6 millions n'étaient pas assez », des messages anti-indiens, « Atomiser l'Inde », et des symboles pro-trans, un autocollant avec un drapeau de la fierté trans et les mots « Défendez l'égalité ». Cette incohérence idéologique suggère un processus de shopping idéologique plutôt qu'une conviction profonde. Se sentant vide et insignifiant, Westman semble avoir assemblé un kit de slogans terrifiants provenant de diverses sous-cultures extrémistes en ligne pour construire une persona redoutable pour un acte final et nihiliste. La violence n'était pas au service d'une idéologie cohérente, ce sont plutôt les idéologies qui ont été collectées au service de la violence. Le procureur américain par intérim, Joe Thompson, a résumé avec justesse les conclusions, déclarant que Westman exprimait de la haine envers presque tous les groupes imaginables, à la seule exception des meurtriers et tireurs de masse. Fait crucial, les propres mots de Westman semblent le confirmer, niant explicitement un but politique à l'attaque. « Je ne veux pas le faire pour diffuser un message. Je le fais pour me faire plaisir. Je le fais parce que je suis malade. » Il n'y avait aucun gain, aucun profit à réaliser, seulement une déclaration de faillite morale et spirituelle. La réponse institutionnelle à la fusillade de l'Annonciation a été rapide et massive, impliquant un effort coordonné de tous les niveaux des forces de l'ordre et des déclarations publiques fortes des dirigeants de la ville, de l'État et du gouvernement fédéral. L'investissement financier dans une telle opération est colossal, mobilisant des centaines de personnes et des équipements coûteux. Immédiatement après l'attaque, une enquête à grande échelle a été lancée, rassemblant les ressources du département de police de Minneapolis, MPD, du bureau du shérif du comté de Hennepin, de la patrouille de l'État du Minnesota, du bureau fédéral de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, et du Federal Bureau of Investigation, FBI. Cette approche multi-agence a permis de s'assurer que toutes les pistes d'enquête, de l'analyse de la scène de crime locale à l'évaluation du terrorisme fédéral, étaient poursuivies simultanément. Les forces de l'ordre ont exécuté 4 mandats de perquisition, 1 à l'église et 3 dans des résidences liées à Westman dans le sud de Minneapolis, à Richfield et à St. Louis Park. Ces perquisitions ont permis de recueillir des centaines de pièces à conviction, notamment des armes à feu supplémentaires, des écrits et des appareils électroniques qui sont en cours d'analyse pour brosser un tableau plus complet de la planification et des motivations du tireur. Sur la base de la nature de la cible, une église catholique remplie d'enfants pendant un service religieux, le FBI a rapidement annoncé qu'il enquêtait sur la fusillade comme un acte de terrorisme intérieur et un crime de haine visant les catholiques. Cette classification fédérale, faite par le directeur du FBI Kash Patel, a élevé l'incident au-delà d'un homicide local, reconnaissant le potentiel de l'attaque à intimider une population civile et son ciblage spécifique d'un groupe religieux. Les responsables publics ont réagi avec un mélange de chagrin, de condamnation et d'appel à des changements politiques. Le maire Jacob Frey, arrivé sur les lieux peu après l'attaque, a donné une voix au choc et à la tristesse de la ville. Il a puissamment contesté le refrain familier des pensées et prières, en soulignant l'ironie tragique de la situation. Ces enfants étaient littéralement en train de prier.
Il a appelé à une action concrète sur le contrôle des armes et a tenu à exhorter publiquement à ne pas utiliser la tragédie pour diaboliser notre communauté trans, une réponse directe aux récits émergents en ligne sur l'identité du tireur. Le gouverneur Tim Walz a décrit l'attaque comme un acte de violence horrible et a déploré que de telles tragédies soient devenues beaucoup trop courantes, non seulement au Minnesota, mais dans tout le pays. Le président Donald Trump a publié une déclaration offrant des prières pour les victimes et a ordonné que les drapeaux fédéraux soient mis en berne dans tout le pays. Dans l'immédiat, le MPD, en coordination avec d'autres agences locales, a considérablement augmenté les patrouilles autour de toutes les écoles et lieux de culte de Minneapolis pour fournir une présence de sécurité visible, une dépense nécessaire pour tenter de restaurer un sentiment de sécurité dans une communauté ébranlée. Les suites de la fusillade de l'Annonciation illustrent de manière frappante la fragmentation de l'expérience partagée dans une nation hyper polarisée. Alors que la communauté locale de Minneapolis s'est unie dans une expression de deuil, la réponse nationale s'est rapidement fracturée en un débat diviseur et politisé qui ressemblait peu à la réalité sur le terrain. À Minneapolis, la réponse a été celle d'une profonde tristesse communautaire et d'un soutien mutuel. Des veillées et des mémoriaux ont été organisés. Quelques heures après la fusillade, des centaines d'habitants, de chefs religieux et de responsables publics se sont rassemblés. Un mémorial spontané de fleurs, de bougies et de notes sincères s'est développé devant l'église. L'esprit de solidarité était évident. Un restaurant voisin a offert des repas gratuits. Un marché local a fourni de la glace et a payé les repas du personnel d'urgence. Pour fournir un soutien financier à long terme, la Fondation de Minneapolis a créé un fonds dédié aux victimes et à leurs familles, un exemple tangible de la façon dont l'argent peut être mobilisé pour la guérison et le soutien. Cette réalité locale et tangible de deuil communautaire contrastait fortement avec la guerre idéologique abstraite qui a éclaté sur la scène nationale, en particulier sur les réseaux sociaux. Presque immédiatement après que l'identité du tireur a été rapportée, des commentateurs de droite et des comptes affiliés à MAGA se sont emparés de l'identité transgenre de Westman. Ce détail est devenu la pièce maîtresse d'un récit à motivation politique, utilisé pour promouvoir une théorie sans fondement de l'Alliance rouge-verte et pour argumenter plus largement contre les droits LGBTQ+, et les soins de santé affirmant le genre. Ce discours a créé une réalité parallèle, déconnectée des faits de l'affaire. Alors que les dirigeants locaux se concentraient sur la guérison, un débat national a utilisé la tragédie comme munition dans des guerres culturelles préexistantes où la monétisation de l'indignation et du clic est devenue une priorité. Simultanément, la fusillade a galvanisé les défenseurs de la prévention de la violence armée. Des organisations nationales et locales ont publié des déclarations condamnant la violence et renouvelant leurs appels à une action législative. Cette divergence représente une rupture fondamentale dans une réponse nationale partagée à la tragédie. Au lieu d'un processus collectif de deuil et de recherche de sens, l'événement a été instantanément fracturé en deux récits parallèles et non interactifs. La fusillade de l'Annonciation ne s'est pas produite dans le vide. C'est un point de données tragique dans un paysage complexe et troublant de la violence armée à la fois dans la ville de Minneapolis et dans l'État du Minnesota, qui présente des tendances à contre-courant du reste de la nation. L'attaque a eu lieu au milieu de tendances contradictoires de la violence armée à Minneapolis. Dans les mois précédents, les responsables de la ville avaient vanté un succès significatif, une baisse des fusillades à un niveau jamais vu depuis 10 ans dans le nord de la ville. Cependant, ce progrès était contrebalancé par la menace persistante de la violence ailleurs. Le contexte le plus alarmant vient des données de l'État, qui révèlent que le Minnesota est une exception dans le paysage national de la violence armée. Alors que les décès par arme à feu à travers les États-Unis ont récemment connu une tendance à la baisse, ceux du Minnesota ont augmenté. Un rapport de 2024 a révélé que 564 personnes dans l'État sont mortes de la violence armée cette année-là, une augmentation de 6% par rapport à 2023, contrastant directement avec une diminution de 5% observée à l'échelle nationale. Cette crise est définie par deux phénomènes distincts, la prédominance du suicide
et la disparité raciale frappante dans les homicides. Le principal moteur du lourd bilan des décès par arme à feu au Minnesota est le suicide. En 2024, 406 des 564 décès par arme à feu de l'État, soit 72%, étaient des suicides. C'est nettement plus élevé que la moyenne nationale. Le profil démographique du suicide par arme à feu au Minnesota est clairement défini. En 2024, 90% des victimes étaient blanches et la majorité étaient des hommes plus âgés. Bien que représentant une plus petite partie du total des décès, les homicides par arme à feu affectent de manière disproportionnée les communautés de couleur du Minnesota. En 2024, 54% des victimes d'homicides par arme à feu étaient noires, un chiffre choquant étant donné que les résidents noirs représentent moins de 10% de la population de l'État. L'impact économique de cette violence est stupéfiant, coûtant à l'État des milliards de dollars chaque année en soins de santé, en justice pénale et en perte de productivité. La fusillade de l'Annonciation représente une intersection horrible de ces deux crises distinctes. L'auteur, Robin Westman, correspondait au profil psychologique associé au principal problème de violence armée de l'État, une personne exprimant une profonde dépression et des idées suicidaires. Cependant, Westman a extériorisé cette crise interne en commettant un acte d'homicide de masse, l'autre crise de violence armée de l'État. L'événement jette un pont tragique entre ces deux réalités statistiques, démontrant comment le désespoir interne qui motive le taux élevé de suicide de l'État peut, dans certains cas, se métastaser en violence externe. La fusillade de masse à l'école catholique de l'Annonciation, le 27 août 2025, n'était pas simplement une autre entrée tragique dans la chronique de la violence armée américaine. C'était une catastrophe à multiples facettes qui a exposé les conséquences dévastatrices de la maladie mentale non traitée, la facilité mortelle d'accès aux armes à feu et la nature corrosive de la haine en ligne. L'attaque était un acte de vengeance profondément personnel contre un symbole du passé de l'auteur, alimenté par un désespoir nihiliste qui était orné d'un pastiche chaotique de rhétorique extrémiste empruntée plutôt que d'une mission idéologique cohérente. Les suites de la fusillade ont révélé un conte de deux réponses, contrastant de manière frappante la réaction unifiée et compatissante d'une communauté avec un discours national diviseur qui a donné la priorité aux agendas politiques plutôt qu'à la réalité des victimes. En fin de compte, les leçons de ce sanctuaire brisé pointent vers plusieurs domaines critiques pour la politique et la réflexion sociétale. La capacité de Robin Westman à acheter légalement plusieurs armes à feu malgré des signes clairs d'une grave crise de santé mentale souligne le besoin urgent d'outils de prévention plus efficaces. Les appels passionnés des familles et des victimes à s'attaquer à la crise de la santé mentale de la nation doivent être une leçon centrale. Cela nécessite un engagement renouvelé en faveur de soins de santé mentale accessibles, abordables et déstigmatisés. Le collage de haine du tireur démontre le danger insidieux des environnements en ligne, où des individus désaffectés et vulnérables peuvent facilement accéder et adopter un langage extrémiste pour donner une voix à leurs douleurs privées. Alors que la communauté de Minneapolis continue de guérir, la réflexion finale doit revenir aux paroles des familles et des victimes. Leurs appels à l'action ne sont pas de simples déclarations politiques, mais un plaidoyer désespéré et nécessaire pour tirer les leçons d'une perte inimaginable et pour s'engager en tant que société à investir les ressources et le capital politique nécessaires pour construire un avenir où aucun autre enfant n'aura à mourir en priant sur le banc d'une église. Quelles sont vos réflexions sur les facteurs complexes qui ont mené à cette tragédie? Comment une société peut-elle mieux allouer ses ressources pour prévenir de tels événements? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues pour des documentaires plus approfondis qui cherchent à comprendre les histoires derrière les gros titres.